il est toujours question de communication, j'ai l'impression, à tous les échelons du club, et ce qui nous amène justement à passer sur la partie 3, sur la communication de l'Olympique de Marseille, sur le rôle du journaliste en lui-même. Gilles, encore un titre très bien trouvé, journaliste langue et points liés de mémoire. Ça t'inspire quoi justement la communication de l'OM vis-à-vis du rôle de journaliste, notamment par exemple pendant cette conférence de presse, puisque c'est l'exemple, les dernières conférences de presse sont le parfait exemple de ce que tu vas certainement illustrer. En fait, c'est vrai que c'est très complexe et ça mériterait une émission à part entière. Il faudrait qu'on invite des protagonistes qui sont encore dans le métier, puisque moi, j'y suis plus vraiment, ou de manière très, très sporadique. Je suis pas au quotidien, en tout cas. C'est pas mon gagne-pain, c'est plus mon métier. Mais de ce que j'en sais, pour discuter régulièrement avec des anciens collègues, c'est très compliqué. C'est devenu très compliqué. Ça l'était déjà il y a une dizaine d'années. On prenait un virage qui nous laissait craindre le pire. Et le pire, aujourd'hui, est là. À savoir que vous avez des journalistes qui partent, par exemple, suivre la préparation de l'OM à l'étranger et auquel on n'accorde même pas un accès pelouse pour assister à un entraînement. C'est impensable. Moi, je me souviens, j'avais suivi la préparation d'Eli Bop, c'était à la frontière suisse, donc c'était en 2012. C'était à la frontière suisse. Il y avait eu des matchs amicaux d'ailleurs de l'autre côté de la frontière face à Sion, si je me souviens bien. Enfin bref, on assistait à tous les entraînements. Il y avait des points presse presque quotidiens. J'ai plus souvenir si c'était quotidien ou tous les 2 jours. Il y avait des contacts possibles avec les joueurs et le staff tous les jours, en off. On pouvait discuter, choper un petit peu des infos, comprendre l'envers du décor. On vivait quasiment ensemble. Donc cette immersion permettait d'avoir un ressenti sur la préparation, sur le groupe, sur le projet. Ce qui était génial, c'était pas tant pour assouvir les besoins du journaliste, c'est surtout la retranscription de tout ça auprès du public. Alors évidemment, petit à petit, les choses se sont crispées parce que certains journalistes, après, ne respectent pas une sorte d'accord tacite, on va dire, hein, de contrat moral qui est qu'il y a du off qui ne doit pas sortir, évidemment. Quand certains enfreignent cette règle, ça pousse la direction à se tendre, donc à mettre des barrières, à mettre des murs, à mettre des interdictions. Alors, qui le premier a commencé à se tendre? Est-ce que c'est la partie médiatique, journalistique, ou est-ce que c'est le club? Franchement, il faudrait des heures pour en discuter de ça. Mais ce n'est pas qu'à l'OM. Et aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, en tout cas particulièrement, puisqu'on parle de l'OM évidemment, c'est que les journalistes n'ont plus accès à l'information, n'ont plus accès à l'immersion, ou de manière très, 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 très rare. Et c'est de plus en plus compliqué pour eux de rendre compte de la vie du groupe et d'avoir des informations. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que parfois, c'est pas de la manipulation de la part de la direction de l'OM, à savoir de divulguer certaines informations auprès de certains influenceurs ou de certains gros comptes de réseaux sociaux étrangers comme Romano, comme tous les Italiens qui sont souvent les premiers sur l'info au niveau mercato. Est-ce que c'est pas une volonté d'ostraciser la presse nationale, alors de les punir, je ne sais pas pourquoi, ou politiquement de les affaiblir? Et on a vu paradoxalement que, par contre, quand il y a besoin d'eux sur l'affaire Verretou, où là, la sphère réseaux sociaux devient incontrôlable, où là, vos propres gros comptes que vous arrivez à contrôler, cette sorte de monstre à plusieurs têtes, devient complètement incontrôlable et se retourne contre vous et commence à faire des hashtags qui vont à l'encontre de la politique de la direction. Là, par contre, on est bien content de retrouver la presse et de leur dire venez à la conférence, on va vous faire poser 2 questions avec retour, il va sortir une punchline, comme ça, elle pourra infuser dans tous les canaux d'information, y compris les vôtres et les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, il y a cette forme de double jeu de la part de la direction qui est très, très, très dangereuse, parce qu'à un moment donné, l'effet boomerang, on se le prend dans la gueule. Et là, on l'a vu avec certains influenceurs, certains gros comptes qui se sont retournés contre l'OM, à qui l'OM, pourtant, donne de l'importance en temps normal. C'est complexe à expliquer. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Et en tout cas, ce n'est pas joli ce qui se passe avec la presse. Parfois, je suis critique avec eux, mais là, je suis obligé de les défendre parce qu'honnêtement, parfois, on leur tire dessus à boulet rouge, et les conditions de travail qu'ils ont, dans lesquelles ils sont depuis quelques temps, et ça ne date pas, encore une fois, là, je ne pointe pas du doigt particulièrement Longoria, un tel ou un autre, hein,
Mais on va dire que c'est cette évolution, ce virage qui a été pris depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est compliqué, très très compliqué pour eux de bosser dans des conditions normales. Les clubs, c'est des rouleaux compresseurs. Maintenant, ils ont leur propre communication, ils ont les réseaux sociaux. Les joueurs, ils n'ont plus besoin de parler à la presse. Ils peuvent communiquer en direct via les réseaux sociaux. Donc la presse est devenue de moins en moins utile, entre guillemets. Mais attention, attention. Parfois, elle n'est pas devenue complètement fantomatique. On n'en est pas au stade encore où on peut se passer totalement de la presse. Sinon, vous vous doutez bien que l'OM l'aurait déjà fait, enfin l'OM et les autres clubs. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. On sent que la communication est verrouillée. Elle l'était très fortement l'an dernier. On l'a vu notamment à l'époque des transferts où finalement il n'y a eu aucun journaliste français notamment qui a eu les infos. Et quand le dossier était bouclé, ça sortait d'un coup. Mais je trouve que depuis cette année, il y a un glissement qui s'est fait. C'est-à-dire qu'on utilise un peu plus les médias classiques, mais dans une logique, je trouve, de manipulation. Alors notamment quand Camara finalement est parti, ou on a encore eu le cas récemment avec Sampaoli, comme par hasard, il y a eu quelques infos qui ont commencé à fuiter sur le fait que Camara n'avait pas respecté sa parole, sur le fait que Sampaoli avait eu la folie des grandeurs en voulant des joueurs comme Griezmann, etc. Donc on utilise les médias quand on en a besoin, on sert complètement quand on n'a pas besoin d'eux, quand on veut passer les choses sous silence. Et il y a aussi eu un changement dans l'utilisation des médias, c'est-à-dire effectivement on glisse un peu plus vers les médias type Twitter, les comptes influenceurs, les gros comptes qu'évoquait Gilles, et un peu moins sur les médias traditionnels, à grands coups de places de loge, de maillots, etc., etc. Et là, moi, j'y sentirais une hypothèse, plus la patte de Jacques-Henri Hérault, pour qui ce genre de médias était tout à fait son dada. Lui, ce qui l'intéressait, c'était le nombre de followers, etc., etc. Et donc, l'utilisation, effectivement, de ces fameux gros comptes au bénéfice de l'Olympique de Marseille pour calmer le jeu, pour essayer de tempérer quand il y a des tempêtes médiatiques sur les inquiétudes des supporters. Ces gros comptes sont souvent montés au créneau pour dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que le club travaillait bien, qu'il ne fallait pas être pessimiste, etc., etc. C'est aussi une tactique de manipulation. Et moi, j'y verrais plutôt la patte de Hérault là, sur ce coup-là. Et tu as raison que c'était le dada sans faire de jeu de mots, c'était le dada de JHE, mais c'était déjà une volonté de la Brune. Et c'est sans doute parce que la Brune n'était pas très 2.0 et que l'avènement des réseaux sociaux n'avait pas atteint encore son paroxysme il y a 10-12 ans, qu'il ne l'avait pas déjà entamé cette démarche-là. Mais déjà, la Brune, on sentait qu'il y avait cette volonté de cloisonner de plus en plus. Par contre, la différence avec la Brune, ça, il faut lui reconnaître. Ce n'était pas forcément par une forme de bienveillance qu'il le faisait, mais peut-être avec un ego qu'il n'arrivait pas à contenir lui-même. C'est qu'il faisait énormément de off. Il venait énormément parler à la presse en off, après les matchs, après les entraînements. Donc, du coup, on avait des biscuits. On avait des explications. Parce que ce qui est important pour le journaliste, c'est pas uniquement d'avoir le scoop. Il faut bien comprendre qu'un Jacquin, un Grégoire, un Canucci, on ne va pas tous les citer, évidemment qu'il y a des choses qui peuvent sortir, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Et il y a des choses encore à l'heure actuelle qu'ils savent, notamment sur ce qui se passe actuellement à l'OM, et qui ne peuvent pas sortir. Il y a une forme de pacte de non-agression qui doit être respecté, sinon vous ne pouvez pas travailler à long terme avec le produit, le sujet que vous traitez. Et ça, il faut arrêter de penser que chacun ferait mieux. Ouais, moi, si c'était moi, je dirais oui. Peut-être que tu vas sortir ton dossier, one shot, et après, c'est fini, on ne te dira plus rien. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Avoir des biscuits pour comprendre l'envers du décor et pouvoir l'expliquer petit à petit à votre média, ou sortir un scoop une fois et ne plus avoir accès aux informations? Chacun réagirait de la même manière. Et pourtant, je sais si parmi les gens que j'ai cités, il y en a quelques-uns, et je ne suis pas obligé de mettre le pluriel, quelques-uns que je ne porte pas dans mon cœur. Mais force est de reconnaître une certaine objectivité parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces choses-là, quand elles sont sues de la part des journalistes, ce n'est pas qu'ils vont sortir des scoops tout le temps, qu'ils vont sortir des punchlines ou des dossiers. C'est que ça leur permet de comprendre et de pouvoir expliciter auprès du public ce qui se passe. Quand on vous parle de projet, qu'on ne comprend plus rien au projet, mais c'est que plus personne n'y comprend plus rien, ni même les journalistes, parce qu'on ne leur parle plus. Quand la Brune venait faire du off et qu'il y avait certaines choses qu'il ne pouvait pas dire en direct et en on, il expliquait pourquoi. Les journalistes avaient à charge ensuite de pouvoir, de manière un peu plus didactique et un peu plus pédagogique, expliquer pourquoi il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de là. Et du coup, les gens pouvaient comprendre. Et ça levait de la frustration. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne comprend
n'a rien de ce qui se fait en coulisses. Ouais, mais cette difficulté, enfin ce deal, ou plutôt cette entre guillemets connivence qu'il peut y avoir entre les médias et le club pour pouvoir être alimenté par ailleurs, on le ressent notamment fortement dans les conférences de presse, où on voit que les questions sont quand même relativement soft, même dans des périodes où il y aurait beaucoup d'interrogations et beaucoup de points à soulever, on a très souvent des questions qui sont assez basiques.